Les débats avec vous sur Sud Radio. On débat aujourd'hui avec Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Bonjour. C'est salut et fraternité. Honneur et patrie. Honneur et patrie. Baptiste Ménard, maire. Oui, c'est le salut de Jacques Miard. Baptiste Ménard, maire adjoint de Mons-en-Barœul. Bonjour. Merci d'être avec nous. Membre du bureau national du Parti socialiste. C'est vous? C'est toujours moi. Parti socialiste. Arnaud Benedetti, je suis taquine ce matin. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du Cerf. Je peux vous assurer qu'ils sont bien morts, effectivement. À vos souhaits, Jacques. Et Mickaël Darmon, journaliste politique. Bonjour. Voilà, les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions L'Archipel. Vous pouvez prévoir un tome 2, je pense, non? Oui, sûrement, voire 3, 4. On va s'interroger sur nos députés à l'approche des législatives. À quoi servent les députés aujourd'hui? Est-ce que l'Assemblée nationale est devenue une simple chambre d'enregistrement? On va revenir sur le Burkini. Le Burkini est-il un non-sujet, comme le dit Éric Piolle? Et puis Taha Bouaf, visé par une enquête interne pour agression sexuelle. Tout de même, beaucoup de choses, on en a parlé, mais c'est vrai que il y a un aspect politique qui est assez important dans cette affaire. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Arnaud Benedetti, commençons, vous, c'est souvent un livre. C'est bien, vous nous faites découvrir. De faire des coups de cœur là en ce moment. Oui, c'est un livre, alors toujours paru aux éditions du Cerf. Vous allez croire que j'ai un pourcentage sur les livres qui sont publiés aux éditions du Cerf. C'est pas le cas en l'occurrence, mais c'est le livre qui va être publié là dans quelques jours, qu'on m'a envoyé d'un ami d'ailleurs, Alexis Lacroix, qui publie La République assassinée, Weimar 1922. C'est l'histoire de la chute de la République de Weimar, de la naissance et de la chute de la République de Weimar, une république qui se construit après la première guerre mondiale, et on part à partir ça fera d'ailleurs un siècle bientôt, le livre qui se lit d'ailleurs comme un roman. Alors Alexis Lacroix est historien des idées, philosophe, il est aussi journaliste, et ça commence le 24 juin 1922 avec l'assassinat du ministre libéral et pacifiste Walter Rathenau, et il nous montre finalement cette montée aux extrêmes d'une République de Weimar qui est prise dans une tenaille que l'on qualifierait aujourd'hui d'identitaire entre l'extrême gauche et l'extrême droite, et qui finalement progressivement va la faire périr et amener évidemment Adolf Hitler au pouvoir à partir de 1933. Et donc c'est très bien écrit, c'est une langue vibrante, et surtout c'est une galerie de portraits à la fois d'intellectuels et de politiques que l'on retrouve dans un ouvrage qui est extrêmement bien documenté, qui se lit très vite et que je recommande évidemment pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent se documenter sur cette époque période, qui fait un peu écho quand même d'une certaine manière avec ce que parfois nous traversons. Ça s'appelle La République assassinée. Weimar 1922, Alexis Lacroix. C'est chez Le Cerf. Le Cerf toujours. Voilà. Vous avez précisé que je ne prenais aucun pourcentage. Alors attendez, Jacques Miard, vous vouliez poser une question? Oui, est-ce qu'il parle de Briand qui a cru avec Stresemann construire une paix durable avec l'Allemagne? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et qui s'est planté d'une manière merveilleuse. Bien sûr. Voilà. On passe au coup de gueule, à votre coup de gueule, Jacques Miard. Oui, c'est un coup de gueule à propos de Frontex. Vous avez lu dans la presse, et moi je l'ai découvert également, mais j'avais un certain nombre d'informations, que Fabrice Leggeri a démissionné car il a été accusé par des ONG d'avoir refoulé un certain nombre d'émigrants. Je rappelle que Frontex a pour mission la sécurisation des frontières externes des États de l'Union européenne. Or, il est tout à fait curieux qu'on puisse accuser effectivement Frontex et son directeur, le français Fabrice Leggeri, d'avoir, je dirais, refoulé des illégaux. C'est quand même assez extraordinaire. Et l'attaque a été menée par des ONG. Et ce qui est quand même extraordinaire aussi, est-ce que c'est les ONG qui commandent à l'Union européenne? C'est vraiment assez étonnant. Et les ministres de l'Intérieur, qui normalement ont, je dirais, ont la tutelle et la gestion de Frontex, eh bien, il n'y en a pas un qui a protesté. Ils se sont couchés. Et donc, je pose la question, est-ce que ce sont les ONG qui commandent au sein de l'Union européenne? Alors, vous allez me dire, vous avez toujours un tropisme anti-européen. Non. Moi, ce que je condamne,
c'est qu'aujourd'hui, et ça rejoint un peu la crise politique, c'est que les ONG sont plutôt crues que les politiques, qui ont la responsabilité notamment de gérer et de gouverner Frontex. Oui. Et ça, c'est un problème majeur, parce que les ONG, on les connaît, c'est la langue des hommes. Hein. Ça peut être très bon comme ça peut être très mauvais. Et donc, je pose cette question, est-ce que ce sont les ONG qui doivent imposer leurs lois dans le débat européen comme partout ailleurs? Est-ce que c'est aussi simple que ça? C'est vraiment... Écoutez, c'est très simple parce que les ONG, on en connaît. Il y en a certaines qui ont été manipulées, soit par les pétroliers, soit par le KGB. Vous avez tous les cas de figure. Eh bien, on ne peut pas, je dirais aujourd'hui, dire les ONG, c'est la vérité. Donc, il faut, je dirais, décrédibiliser la vérité portée par les ONG parce que ce n'est pas vrai. Oui, je ne connais pas, Mickaël, vous connaissez le dossier un petit peu ou pas? Je connais, non, je ne connais pas le dossier de Frontex. J'ai vu de l'extérieur, j'ai compris qu'il y avait certainement des querelles de chapelle, très certainement des intérêts divergents et même des luttes de pouvoir, comme dans comme tout type d'organisation et en particulier celle-là. Après, concernant le propos général sur les ONG, on ne va pas non plus tomber dans l'excès inverse. Je pense que les ONG sont là justement comme contre-pouvoir et souvent les ONG ont dénoncé donc des démarches, des politiques, des actions, des choses qui étaient couvertes, cachées, manipulées par des gouvernements. Elles ont leur rôle. Après, il faut toujours trouver l'équilibre et avoir, comme dit Camus, l'équilibre et le courage de la nuance. Oui, une auditrice nous dit... Oui, mais Michael, dans le cas des ONG, on a trop souvent des exemples où elles ont été manipulées. Oui, non, c'est vrai. On a trop souvent d'exemples de gouvernements qui ont voulu cacher des choses. Deuxièmement, on sait très bien qu'il y avait eu des alertes. Et en réalité, elles souhaitaient prendre, je dirais, le pouvoir à Frontex pour imposer leur vision. C'est vrai. Et ça, c'est problématique. Parce que ce ne sont pas les ONG qui doivent gouverner la politique extérieure, le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Merci Jacques pour ce coup de gueule. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio, juste après le journal de 11h. Les débats avec vous et nous continuons de parler, même pendant le journal, c'est pas bien. Hein. Jacques Miard est avec nous, maire LR de Maisons-Laffitte, Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreul, membre du bureau national du PS, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du Cerf. Et Mickaël Darmon, journaliste politique, vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. C'est paru aux éditions L'Archipel. On va parler de nos députés qui vont être renouvelés. On va voter bientôt. À quoi servent les députés? On va en parler dans un instant. Taaboua visé par une enquête interne. Que savait exactement la France insoumise avec ses tweets indignés au lendemain de l'annonce de sa démission? On peut s'interroger puisqu'il est aujourd'hui poursuivi en tout cas, il y a une enquête pour agression sexuelle. Donc, il y a un sujet politique. Et puis, on va parler alors, j'ai rajouté un sujet, Jacques Miard, je vous préviens. 200 000 postes de saisonniers qui pourraient être non pourvus cet été en France et l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie qui va recruter en Tunisie. On va en reparler dans un instant, puis peut-être du Burkini si on a le temps. Coup de gueule ou coup de cœur, c'est plutôt un hommage, Mickaël Darmon, dans notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Absolument, hommage à Chérine Abou Akleh, la journaliste américano-palestinienne qui a été tuée à Jenin, journaliste très célèbre, très chevronnée, que tout le monde connaissait. Donc elle a été tuée en faisant son travail, donc même si tout le monde rappelle ces jours-ci que c'est le risque des reporters de guerre, c'est toujours un drame, bien sûr. Et dans cette région, ça devient même une tragédie, parce que évidemment, tout de suite, ça fait rejaillir le conflit, puisqu'on voit bien que les deux parties, israélienne et palestinienne, s'accusent mutuellement. Toute la communauté journalistique est évidemment émue, mais elle dit en même temps Israël doit faire toute la lumière en pointant immédiatement et plus spontanément la responsabilité sur l'armée israélienne. Or, il s'avère, parce que pour être complet pour les auditrices et auditeurs, il s'avère qu'Israël a demandé une enquête conjointe et indépendante que les Palestiniens refusent, préférant une enquête internationale. Il s'avère que les Israéliens demandent que la balle
soit produite de manière à ce que justement, sans conteste, on puisse établir sa provenance. Les Palestiniens refusent. Et le médecin légiste dit qu'il ne peut pas se prononcer. Donc, de ce point de vue-là, à minima, on comprend que les choses sont un peu plus compliquées que ce que l'on veut bien le présenter régulièrement et de manière récurrente dans les médias. Ça, c'est pour être complet. Et en hommage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je pense que on ne sait pas pour l'instant. Je pense qu'il y a une enquête qui va certainement être désignée à un moment donné. Est-ce que c'est une enquête internationale ou une enquête conjointe des parties? Mais je pense qu'au moins à la mémoire de cette journaliste qui de toute façon cherchait la vérité, même si elle savait d'où elle parlait, on devrait quand même s'efforcer de faire en sorte que toute la lumière soit faite réellement et non pas en fonction de ce que l'on pense spontanément. Ouais. Il ne faut pas effectivement se précipiter, et ça va me permettre de répondre peut-être à votre coup de gueule, Baptiste Ménard. Oui, dans la crise démocratique que nous traversons, il y a un besoin, une attente d'exemplarité. Et c'est vrai que le président Macron, qui avait fait de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause du quinquennat, on peut un peu s'étonner qu'à l'aide de ces tableaux Excel, il ait fait désigner un candidat, en l'occurrence, qui semble avoir été condamné pour violence conjugale. Même si vous m'avez expliqué que les choses étaient plus compliquées que cela. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise démocratique qui est si forte qu'on a vraiment un besoin et une attente d'exemplarité. Et que par conséquent, c'est vrai que quand on se présente aux élections, et a fortiori les élections législatives, pour représenter la nation, on se doit d'être exemplaire et donc de ne pas s'être rendu coupable. Pardon, oui, j'entends, mais vous allez Valérie, vous allez dire un truc, mais moi j'ai un truc à vous dire là-dessus aussi. J'ai fait un coup de gueule sur ce député, sur cet candidat député, pardon, ouais. Jérôme Perra. Ça a été repris, retweeté, et quelqu'un m'a interpellé en me disant mais les choses ne sont peut-être pas si simples que ça. Effectivement, il a été condamné pour violence volontaire, ayant entraîné 14 jours d'ITT sur son ex-compagne, ainsi qu'à pratiquement 3 000 € d'amende, mais son ex-compagne a elle-même été condamnée en 2020 au versement d'une amende de dommages pour appel téléphonique malveillant réitéré, outrage à personne dépositaire de l'ordre public. Donc ce sont des histoires et interdiction d'approcher Jérôme Perra. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées. Sa culpabilité a été reconnue, celle de sa femme également. Donc je regrette effectivement peut-être qu'on s'emballe à ce point sur une condamnation dont on ne connaît peut-être pas tous les dessous. Il n'en reste pas moins qu'il a été condamné. Et qu'il n'a pas fait appel. Et qu'il n'a pas fait appel. Et que l'amende a été avec sursis. Donc, et que l'amende était avec sursis. Donc il y a eu une minoration quand même. C'est intéressant quand même de le montrer. Mais moi ce que je voudrais dire par rapport à ce que vous avez dit sur effectivement l'exemplarité, je m'étonne effectivement qu'on pointe un exemple comme celui-là, dont on voit bien que les contours sont beaucoup plus compliqués. En revanche, quelqu'un comme Thierry Solère qui a 12 mises en examen. Bien sûr, mais c'est pour ça que je parlais de l'exemplarité. C'est scandaleux. L'exemplarité, mais là, vraiment, ça c'est un sujet. Pas condamné, mais 12 mises en examen. Donc il est 12 fois présumé innocent. Ça commence à faire beaucoup. Bon. Donc ça c'est déjà un sujet. Il y a eu toute une série de personnes qui ont, durant le mandat de Macron, ont eu des sujets, ils sont restés en place. Au début du mandat, François Bayrou est sorti, Ferrand est sorti du gouvernement. Ça n'a pas duré très longtemps. En plus, concernant Thierry Solère, il y a un double problème, c'est-à-dire qu'il est député et en même temps conseiller du président. Il a le droit d'avoir une fonction politique. Peut-être que Jacques Miard peut... Il y a quand même un mélange de genres. Ne me parlez pas de Thierry Solère, parce que ça, c'est un poème. Non, mais sur l'exemplarité... Il y a quand même un problème majeur. Solère a mangé à tous les râteliers, je le dis comme je le pense, et il continue de le faire. Bon, dont acte. Je ne sais pas s'il a été réinvesti par Macron. Si, il a été réinvesti, c'est pour ça qu'on en parle. Oui, eh bien, à mon avis, les électeurs doivent savoir à qui ils ont affaire. Oui, mais sur l'exemplarité, on a des auditeurs qui nous disaient, quand on en a parlé hier, quand vous réclamez un boulot, quand vous allez vous présenter à un boulot, on vous demande un casier judiciaire vierge, on se renseigne à minima sur ce que vous faites. C'est le troisième, oui, on n'a pas accès. Vous savez ce qu'on devrait faire quand on engage quelqu'un, on devrait surtout demander à un psychiatre si véritablement cette personne est saine d'esprit et de corps. Parce que les problèmes que nous avons,
c'est Vous allez trouver un peu des loin. gens Oui. qui, effectivement, de temps en temps, dérivent. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à trouver, croyez-moi. Non, mais est-ce qu'on doit Ensuite- être totalement exemplaire, ne pas avoir été condamné? Il y a une autre députée qui est accusée d'avoir agressé un chauffeur de taxi. Enfin, il y a plusieurs exemples. Mais quand on est Plusieurs. député, il faut faire attention, ça c'est vrai. Je suis désolé, il y a pas des moments, que. il faut savoir se tenir, ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas avoir la dent dure, parce que nous avons la dent dure en politique. Michael le sait très bien. Et, bon, il est vrai qu'on doit quand même se contrôler. Ouais. C'est aussi simple que ça, parce que ça peut porter à conséquence. Et ça Ouais. donne surtout un bel exemple de ce qu'est je dirais, la démocratie représentative. Oui, Michael. Oui, mais comme le thème de la matinée, c'est les choses sont plus compliquées que ça, Oui. on va quand même C'est rappeler exactement aussi ça. que bien souvent, des clientélistes, des gens condamnés ont été portés en triomphe par les électeurs. On en a parlé hier Les avec Balkany. Jacques Médecin, Oui. Balkany, Maurice Arex, plein de gens dont on a peut-être tous certains connus autour de cette table, et qui effectivement, à chaque fois qu'ils se présentaient, étaient portés en triomphe du fait qu'ils justement, ils s'occupaient bien des gens, et que comme on m'a souvent dit concernant Médecin et Maurice Arex à Toulon, eh ben, ils s'occupent des Toulonnais, ils s'occupent des gens du Sud, ils s'occupent de la population, donc peu importe ce qu'il fait et comment il le fait, c'est l'essentiel. Donc on voit bien aussi que souvent, enfin, ça, on a c'est les quand même politiques qu'on terminé. mérite. On a souvent les politiques qu'on mérite aussi. Voilà. Ça s'est terminé Oui, en prison, Michael, non? ça s'est quand même terminé Michael. dans les cas de figure que Bien vous avez évidemment, nommés, mais que tu as heureusement. nommés, hein. Mais heureusement. Donc, il y a Heureusement. un moment, il y a Mais un moment où la pureté du véritablement, les jugement du soldes peuple sont, est aussi à nuancer. arrêtés. Voilà. Ouais, Ouais, sauf c'est que comme ça que sont morts les politiques aussi. Oui, l'exception fait pas la règle. Oui, alors, enfin, bon, ma thèse, c'est que, en effet, l'image du politique s'est considérablement dégradée, mais pas à cause vraisemblablement des comportements dont on parle, parce que le politique est apparu impuissant. C'est pas tout à fait la même chose. Mais alors, qu'il y ait une image aujourd'hui négative du politique, c'est évident. Et vous regardez chaque année le baromètre de la confiance du Cevipof, il dit une chose. Vous avez quasiment près de 40% de nos concitoyens qui éprouvent du dégoût vis-à-vis de la fonction politique. Donc ça en dit long aujourd'hui sur finalement le désenchantement. Mais en effet, je trouve que là, il faut se méfier de toutes les logiques d'amalgame. Et je rejoins ce que dit Jacques Millard. Mais par contre, moi, ce qui me frappe finalement dans ce quinquennat, c'est qu'Emmanuel Macron, il a été élu quand même sur une promesse, il faut le rappeler, en 2017, absolument. de moralisation de la vie politique après l'affaire Fillon. Et que qu'est-ce qu'on a vu durant tout ce quinquennat finalement? L'affaire Benalla. Un exécutif qui a pris en permanence des libertés considérables, avec un certain nombre, j'allais dire, de bonnes règles de fonctionnement, que si ses prédécesseurs avaient utilisé, avaient eu le même fonctionnement, qu'il s'agisse de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, je crois qu'ils auraient été beaucoup plus soumis à la question médiatique que Emmanuel Macron. Ouais. Mais, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes dans un pays où vous avez un garde des Sceaux qui est mis en examen. Ouais. Vous connaissez Aussi. beaucoup de pays où le garde des Sceaux Vous est mis en avez examen. un pays dans lequel un ancien président Non, mais quand même. est peut-être en train de Et je parle pas porter seulement un des bracelet bracelets électronique. Donc Et je parle même ça pas va. des pays, je parle même pas des pays On a scandinaves, fait, mais même en Italie et en Espagne, ce n'est pas possible. Non, mais on ne peut pas réduire aujourd'hui. La culture politique et de ce point de Auquel vue-là en dormant. France a considérablement avancé. On a quand même assisté à un ancien président de la République qui a été en procès au tribunal pour plusieurs affaires et condamné. Il a fait appel, on verra bien. Donc pour une affaire qui peut-être l'amener à porter un bracelet électronique. François Fillon, peut-être, effectivement, sera lui bientôt aussi amené à porter un bracelet électronique. Donc l'impunité des politiques, ça n'est plus un sujet. Non, l'impunité, Moi, non, mais je considère que cette majorité bénéficie quand même d'une présomption permanente d'insoupçonnabilité. Ça, c'est quand même une réalité. On voit quand même des ministres qui ont été, pour un certain nombre d'entre eux, suspectés, qui n'ont jamais démissionné de leur fonction. À part M. Delvoye, je crois, c'est à peu près le seul pour je ne sais plus quelle affaire. Et Alain Griset, mais il a été condamné. Qui a été démissionné. Mais sinon, quand même, je trouve que par rapport à d'autres périodes, il y a une espèce de relâchement. Mais Baptiste Ménard, ce coup de gueule contre un candidat de la République En Marche, j'ai envie de vous dire, balayez devant votre porte, parce qu'au parti, si je ne m'abuse, M. El Gherab a été investi... Mais il est République En Marche. Ah non, il est Républicain En Marche. Donc du coup, je ne balaye pas. Vous ne balayez pas. Non, mais ce que je veux dire... chez vous aussi. Non, mais après, oui. Mais c'est vrai que là aussi, c'est un exemple, M. El Gherab hier. En fait, j'aurais pu prendre beaucoup d'exemples, et Michael Darmon l'a rappelé. J'aurais pu parler
parler de Thierry Solère sur cette dimension-là. J'aurais pu parler de ce député qui a fracassé le crâne d'un ex-camarade socialiste. J'aurais pu mais tous ces exemples-là, moi je le dis, peu importe entre guillemets l'intimité de la situation après, je considère que ça contribue au sentiment de dégoût à l'égard des politiques et à une fragilité de ce lien de confiance entre les élus et leurs représentants, entre les citoyens et leurs représentants, parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une forme d'impunité lorsque l'on est élu. Et donc moi je m'érige face à cela. Jacques Méhard, on s'arrête, c'est l'heure de la pub, mais on aura d'autres débats. On aura d'autres débats, et en particulier, on vient d'apprendre qu'Éric Zemmour sera candidat aux élections législatives dans le Var. Dans le Saint-Tropez. Voilà, Saint-Tropez, donc là où il a fait son meilleur score. Faut qu'il avait démenti d'ailleurs. Voilà, on y revient dans un instant. Allez, les débats avec vous. Alors oui, l'information, c'est celle-ci. Éric Zemmour qui se présente donc dans le Var. Il hésitait, il avait dit qu'il ne savait pas s'il se présenterait. Son entourage était très réticent de ce que l'on sait. Peut-être qu'on peut dire un mot de cette candidature. C'est un qui tout double. Enfin, vous allez me dire, une élection, c'est toujours un qui tout double. Mais lui, il risque gros s'il est battu. C'est un qui tout double parce qu'il risque d'abord, effectivement, battu. S'il était battu, d'abord, voilà, on verra bien, effectivement. Mais il y a deux cas de figure. Il est élu, peut-être sera-t-il un des seuls député de son parti, et peut-être sera-t-il bien seul en haut à droite, on ne sait pas, dans l'hémicycle, donc ce sera compliqué. Et s'il est battu, eh bien ça sera effectivement on va dire la fin de l'histoire, la parenthèse et la sanction électorale qui soldera sûrement l'aventure politique d'Éric Zemmour. Après, le territoire choisi est aussi emblématique. Éric Zemmour à Saint-Tropez, je pense qu'on aura moyen de créer, de réfléchir, de broder sur cette dynamique politique nouvelle. nouvelle. Mais c'est cette circonscription très particulière qui représente quand même, voilà. Saint-Tropez. Il a raison ou pas Sociologiquement, attendez, il y a Arnaud Benedetti. Sociologiquement, c'est une circonscription qui est plutôt favorable aux idées d'Éric Zemmour. Clairement, c'est en tout cas dans le Sud-Est qu'il a fait ses meilleurs scores de manière assez nette. C'est là où il résiste le mieux au Rassemblement national, si vous voulez. Voilà. Après, c'est quand même compliqué pour lui. Et c'est compliqué, c'est législatif pour Reconquête, manifestement. Et il a beaucoup hésité, Jacques Méhard. Oui, écoutez, le problème, il est simple. C'est la logique, je dirais, d'un engagement politique. S'il ne s'était pas présenté, il perd sa crédibilité. Absolument. Parce qu'il a peur du suffrage universel. C'est aussi simple que ça. Donc se présenter, parce que la démocratie représentative, parce qu'il faut en dire un mot, elle tient par le fait qu'il y a des hommes et des femmes qui s'engagent et qui vont défendre leurs idées sur le terrain. Donc s'il n'y était pas allé, on lui aurait dit, ça va, c'est pas la peine d'assister, tu as fait ton show, maintenant ciao Berthe. Voilà. Donc il est obligé d'y aller. Et on verra bien le résultat des courses. D'autant plus qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud le dit aussi, en ce moment, lui décide, à date, on verra bien, de ne pas, en tout cas, laisse entendre qu'il ne va pas être candidat, parce qu'il est déjà assez connu et assez légitime, dit-il, pour se passer de l'élection législative. Puis il y a le train qui est loin, qui est compliqué. Et puis, tout le monde sait qu'à Marseille, il a été absolument absent, on va dire les choses comme elles sont. Il a toujours été absent à Marseille, et donc il sait très bien que cette réélection serait compliquée. Il était plus ou moins obligé de le faire, Baptiste. Oui, je crois qu'il avait que des mauvais choix en quelque sorte. Soit il n'y allait pas, effectivement, c'était le refus d'obstacle. Et c'est quand même particulier quand on dit que, parce que là, la justification qu'il a donnée, c'est j'ai eu tort cette fois-ci, mais c'est à cause de Poutine. Mais la prochaine fois, l'histoire me donnera raison. Donc il est obligé d'aller au bout de son récit quelque part. Après, électoralement, j'allais dire, on verra bien ce que ça donne. Oui, absolument. Et donc Jean-Luc Mélenchon qui, pour l'instant, n'y va pas. Plusieurs auditeurs me disent dans la suite de notre précédent débat, Éric Zemmour, c'est pas le candidat condamné pour incitation à la haine, accusé d'agression sexuelle. Un autre me dit, il n'est pas condamné, Zemmour, et accusé de harcèlement sexuel, 2 poids, 2 mesures. Non, mais c'est toujours le même débat là-dessus. Moi, je garde ce que j'ai dit, ce que j'ai pu dire précédemment. Après
là, en l'occurrence, là, on parlait de la question politique pour Éric Zemmour et pour son parti. Bien sûr. Le choix tactique. C'était ça le sujet. Non, mais c'était dans le complément de ce qu'on disait. Donc il a raison, selon vous, de se présenter. Ah bah politiquement, il doit le faire, absolument. Sinon, il n'est pas... Et il établit par là, par rapport à votre question de départ de l'émission, qu'un député, ça peut être utile. Oui. Ça peut être utile au moins pour effectivement incarner la démocratie qu'il représente. Oui, la démocratie. Oui. Enfin, cela étant, Michael, aujourd'hui un député, on le voit d'ailleurs. Il s'appelle Michael à chaque fois. Dans les déclarations des députés sortants, je prends là, par exemple mon ami Gilles Carrès, qui a été un très bon député, il reconnaît qu'être dans l'opposition aujourd'hui, ça ne sert à rien. Et il vaut mieux, et ma thèse à moi, c'est qu'il vaut mieux être premier au village que second à Rome. Oui, mais enfin, alors les municipales sont passées pour Éric Zemmour. Dans une démocratie, l'opposition, elle sert à quelque chose par le mérite qu'elle existe, tout simplement. Je dirais des collectivités territoriales que d'aller faire la claque du côté de l'Assemblée. Ça, c'est un réel problème. Mais alors, si la démocratie représentative ne retrouve pas un rôle fort, et ça tient notamment de la part des députés à savoir dire non. Non à ses propres amis et non, bien sûr, au gouvernement en place. Et donc, c'est une question de crédibilité aussi de nos députés. Bah oui, mais c'est la question que je vous pose ce matin. On voit que le président de la République, vraisemblablement, aura une large majorité. On a accusé cette précédente assemblée d'être une assemblée de godillots, de ne pas avoir... Donc, aujourd'hui, on peut se poser la question. Hologramme, une assemblée hologramme. Oui, mais enfin, en même temps, d'où vient le mot godillot? Il vient du temps du RPR, pardon. Donc il n'y a rien de neuf sous la 5e République. Non. De ce point de vue-là. Non, mais attendez, je vais terminer mon raisonnement. Jacques, je vais terminer mon raisonnement. Je sais que c'est difficile à distance, mais je vais vous laisser parler, mais je termine mon raisonnement. Toute majorité, et dans la logique du quinquennat, est là pour servir le président qui a été élu. C'est une mécanique qui n'est pas illégitime. Après qu'il y ait des droits au Parlement, que le Parlement est un exercice de contrôle, d'ailleurs ça a été fait récemment, durant le dernier mandat, du fait de la situation exceptionnelle, l'état d'urgence et tout ce que l'on a vu, c'est vrai que les droits du Parlement ont été considérablement rognés, ont été absolument réduits, qu'il y a eu ce circuit court du Conseil de défense qui a justement beaucoup court-circuité, surtout les process, c'est vrai. Mais après, quand on revient à une situation plus normale, les députés sont là aussi pour pouvoir faire passer et avancer la politique décidée par l'élection sur un président. Et puis voilà. On est d'accord. C'est ça la logique. Valérie, deux choses. Premièrement, sur l'affaire Godillot, je vois ce que Michael veut dire, à savoir que c'est né du temps de De Gaulle. Eh bien, c'est faux. Lorsque Pompidou disait, le général dit cela, je peux vous dire que les anciens m'ont toujours dit, ça ferraillait. Et c'était pas le garde à vous. Il y a eu beaucoup d'éléments sur lesquels la majorité gaulliste à l'époque a ferraillé, y compris avec le général de Gaulle. Deuxièmement, en ce qui concerne effectivement aujourd'hui l'affaire de la démocratie représentative, nous avons, lorsque nous étions en majorité, voire dans l'opposition, nous avons refusé des commissions d'enquête. Ça, c'est vrai. Mais lorsque la commission d'enquête était enclenchée, elle allait toujours au bout. Or, récemment, voilà ce qui s'est passé dans l'affaire Benalla, vous vous souvenez, ça a été un sabordage par la représentante LRM, Yael Braun-Pivet, qui a refusé un certain nombre d'auditions et ce n'est pas allé au bout, ça s'est terminé. Oui, c'est celle du Sénat qui a été la plus efficace pour l'affaire Benalla. Oui. C'est sûr que quelque part, il y a une grosse responsabilité sur les prochains députés qui seront élus et une lourde responsabilité aussi sur le président Macron qui a dit qu'il voulait changer sa manière de gouverner, sa manière de faire. Bon, moi je suis pas trop naïf, donc je n'y crois que trop peu. On a vu déjà les 2 semaines qui viennent de défiler depuis son élection. Bon. Qui me laisse plutôt songeur quant à une volonté réelle de changer. Mais c'est vrai que
les parlementaires doivent réhabiliter leur rôle. Le Sénat l'a beaucoup fait à l'occasion de l'affaire Benalla et d'autres enquêtes parlementaires. Oui. L'Assemblée nationale peut le faire. Il faut arrêter en quelque sorte d'être des députés Playmobil et il faut avoir cette capacité parfois à s'émanciper de ce que dit le gouvernement, de ce qu'il pense, savoir apporter des choses. Et puis je crois que là où c'est important aussi l'Assemblée nationale, c'est pour cette fonction tribunicienne. On parlait tout à l'heure d'Éric Zemmour, c'est aussi le lieu où on fait passer ses convictions et ses valeurs. Et pour ce qui concerne les socialistes, et en tout cas la gauche, il est important qu'il y ait un maximum de députés à l'Assemblée nationale pour faire valoir notre point de vue, et puis aussi parfois pour, par exemple, saisir le Conseil constitutionnel. Enfin bref, les députés ont quand même beaucoup d'outils qui leur permettent de faire juste encore faut-il qu'ils s'en servent. Mais encore faut-il qu'ils s'en servent. Juste en quelques mots, on a vu effectivement ce qu'a donné une assemblée qui a fait valoir son point de vue, qui n'a pas accepté le gouvernement. Ça s'appelait les frondeurs. Ça a amené François Hollande à ne pas pouvoir se présenter. Et aujourd'hui, le résultat du PS dans lequel vous êtes. Non, mais c'en est une. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de ce qui se passe à la France Insoumise. À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi, et nous débattons, nous commentons l'actualité. L'actualité, c'est l'annonce faite par la France Insoumise d'ouvrir une enquête contre Taha Bouaf, donc présumé innocent. 3 femmes l'accusent d'agression sexiste et sexuelle. Les faits sont assez graves selon la France Insoumise. Oui, Michael. Il n'a pas été mis en examen, donc il n'est pas encore présumé innocent. Non, c'est vrai, vous avez raison. C'est une enquête et on se demande pourquoi il n'y a pas... Il est mis en examen par les instances internes de la France Insoumise, qui a sa propre autorité judiciaire. Vous n'êtes pas aperçu que cela. Mais quand on parle de PPDA, on dit présumé innocent aussi. Mais pareil, cela dit, lui, il a des mises en examen, je crois. Non, même pas. Donc tant qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a pas de cette formule. Une décision évidente pour Clémentine Autain, qui a été interrogée par Mediapart. Le signalement dont on a pris connaissance samedi est d'une gravité. Peut-être qu'on a le son d'ailleurs que nous n'avons jamais rencontré. Je ne sais pas si on peut passer l'extrait de Clémentine Autain. Non, bon, c'est pas grave si on l'a. Le signalement qu'on a reçu, dont on a pris connaissance samedi, est un signalement d'une gravité que nous n'avons jamais rencontrée. Moi, je ne suis pas dans la cellule, je ne suis pas formellement dans la cellule, mais il se trouve que ce signalement m'a également été adressé personnellement, parce que sans doute la plaignante estime que mon profil engagé contre les violences faites aux femmes depuis fort longtemps faisait qu'elle estimait qu'il fallait que je sois également au courant. Donc j'en ai pris moi aussi connaissance, et en étant en lien avec cette femme et avec d'autres depuis, c'est vrai qu'on est bouleversé par ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu. Alors apparemment ils ont tout appris au lendemain, alors que visiblement ce n'est pas le cas puisque ça circulait déjà dans un certain nombre de milieux. Et puis ce matin on apprend que les personnes en question, donc les femmes qui auraient été agressées, ne souhaitent pas porter plainte contre Taha Bouaf pour empêcher tout risque de récupération politique d'où qu'elles viennent. Voilà. Et puis je voyais un tweet qui était intéressant, qui dit: un élément instructif dans cette affaire, tout le monde à gauche connaissait les pratiques de Taha Bouaf d'intimidation, ses insultes répétées, son compagnonnage avec des mouvements islamistes. Ça ne posait visiblement pas de problème, mais une accusation MeToo, là, ça ne passe pas. Et donc on a vu ce que je voulais évoquer, c'est quand même tous ces tweets contre les médias, qui seraient accusés d'avoir harcelé Taha Bouaf. Et donc, on a vu même Jean-Luc Mélenchon et de ne pas l'avoir invité sur les plateaux télé, alors qu'il a été invité et qu'il a refusé un certain nombre d'invitations. Je crois que Sonia Mabrouk l'a invité et il n'a pas donné suite. Effectivement, bon, peu importe. Mais politiquement, la France Insoumise qui a essayé de jouer sur la démission de Taha Bouaf, alors qu'elle était au courant visiblement de tout cela. Si on voit un tableau plus général, on voit cette affaire effectivement et la manière dont elle a été gérée par la France Insoumise. Effectivement, il y avait une information qui circulait manifestement déjà depuis quelque temps. 2, il a été décidé que malgré cette information connue, il serait investi quand même. Absolument. Et ensuite, voyant effectivement la tempête que cela prenait, il y a eu une décision de le sortir tout en disant, en allumant des contre-feux et en disant c'est votre faute, c'est parce qu'il a été soumis à un lynchage. Premier épisode. Deuxième dossier, la retraite à 60 ans. En creusant un peu, on s'aperçoit qu'effectivement, ceux qui partiront, ceux qui rentreront dans la vie active tardivement, sortiront à 65 ans et
Alexis Corbière, sur un plateau hier de télévision, a reconnu que ça amènera une baisse des pensions. Voilà. Donc, 3, l'affaire également du soutien à l'Ukraine. Normalement, enfin, Jean-Luc Mélenchon a toujours dit qu'il était réticent à livrer des armes à l'Ukraine. L'alliance bolivarienne, que l'on connaît peu, mais qui est en fait la matrice diplomatique de la France insoumise et qui apporte un soutien à l'Iran et à un bon nombre de pays qui ne sont pas exactement des démocraties. Donc, globalement, ça fait quand même une culture politique. Donc, il faut quand même bien savoir qu'on n'est pas face à une culture politique qui va vanter la démocratie libérale, je dirais, le mode de fonctionnement que l'on connaît. Et il faut savoir que là, il y a effectivement, je dirais, un marché de dupes pour ceux qui ont voulu sauver leur circonscription. D'accord. On peut avoir des différences politiques, effectivement, sur les problèmes de livraison d'armes et autres. Mais il y a un point central, c'est, je dirais, l'image de Mélenchon à islamo-gauchiste. Parce que franchement, ça, c'est quand même porté loin, je dirais, le communautarisme. Et donc, c'est ça qui, pour moi, est choquant au dernier degré, et qu'ils ont essayé de justifier le maintien de Taïf, justement, dans leur rang, alors même qu'il avait tenu des propos qui sont à l'antinomie d'une citoyenneté française. Oui, c'est une stratégie électorale, clairement. Il suffit de voir, il suffit de voir où Jean-Luc Mélenchon a fait des scores particulièrement importants au premier tour de l'élection présidentielle pour comprendre que c'est bien en effet un objectif électoral qui aussi guide aujourd'hui le positionnement de la France insoumise. Ça fait 5 ans que finalement Jean-Luc Mélenchon a fait ce choix-là. Il a fait ce choix parce que dans un certain nombre de circonscriptions, il a des députés qui sont aussi tributaires d'une partie de cet électorat, qui est un électorat, pas tout l'électorat, bien évidemment, de ces circonscriptions, mais une partie de cet électorat très communautaire, qui a une vision de la République, qui est une vision, finalement, d'une République qui doit s'accommoder à un certain nombre de principes qui lui sont étrangers. Et le choix de Jean-Luc Mélenchon, il est véritablement guidé par des motifs qui sont, j'allais dire, bien plus électoraux qu'idéologiques. Alors ensuite, l'occasion, j'allais dire, fait le larron d'une certaine manière, mais c'est bien le problème auquel aujourd'hui est confrontée la France insoumise. Mais je voudrais réagir. Alors, si vous voulez, moi, je veux bien... Bon, la radicalité de la France insoumise, elle est claire, nette et précise. Mais le problème vis-à-vis de la notion de démocratie libérale, moi, je suis extrêmement critique vis-à-vis de la façon dont les libéraux aujourd'hui défendent la démocratie libérale et dont même Emmanuel Macron se fait le chantre de la démocratie libérale. Je fais partie de ceux qui ont une vision très critique de la façon dont Emmanuel Macron a pratiqué la démocratie durant 5 ans et lui-même n'est pas, disons, au-dessus de tout soupçon dans la défense de la démocratie libérale. Quand vous-même vous prenez un certain nombre, là aussi, de libertés vis-à-vis d'un certain nombre de principes qui sont des principes fondamentaux de la démocratie libérale, il ne faut pas s'étonner ensuite que vos oppositions se radicalise toujours plus. Donc il y a une part de responsabilité aujourd'hui, je trouve, dans l'effondrement de ce qu'est la démocratie libérale dans ce pays. Il est clair, évident que Jupiter a réduit le rôle de l'Assemblée et que à ce titre, aujourd'hui, le boomerang arrive. Et c'est pas fini, parce que ça va continuer dans les mois qui viennent. Bien sûr. Benjamin Griveaux avait dit qu'il faudrait juger le quinquennat d'Emmanuel Macron à la baisse de l'extrême droite. On a vu le résultat puisque Marine Le Pen a enregistré plus de 13 millions de voix au second tour de l'élection présidentielle. Donc il a évidemment une lourde responsabilité. Bon, pour ce qui s'agit de Tahabouaf, moi personnellement, je n'étais déjà pas favorable à sa candidature avant cette affaire, compte tenu d'un certain nombre de propos ou de positions qu'il a pu tenir de par le passé. Et donc là, j'allais dire que c'est plutôt de bon augure qu'il n'ait plus l'investiture. Oui, une auditrice me dit, c'est des on-dit. Non, la France insoumise a reçu 4 signalements visant à Tahabouaf, dont un pour agression sexuelle et un autre pour violence sexuelle, qui peuvent être caractérisés de viol selon la militante Caroline Dehaze, donc je pense qui est militante de la France insoumise. Parmi ces témoignages, elle évoque un récit glaçant, précis. Ça m'empêche de dormir, a-t-elle dit. Et maintenant, la question, c'est pourquoi ne l'ont-ils pas dit avant? Mais c'est ça, la question. C'est la manipulation, c'est la stratégie de communication qui est dérangeante. Parce qu'il y a 24 heures encore, ils s'en prenaient
à ceux qui dénonçaient M. Bouaf en les qualifiant clairement de racistes. Bien sûr. Et quand même, on ne peut pas imaginer qu'en 24 heures, ils aient tout d'un coup eu connaissance de cette situation. Non, et puis surtout, je ne comprends vraiment pas la stratégie de communication qui est la leur. La puissance de la communication du moment occulte pour l'instant une question. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'une plainte va être déposée? Oui. Je vous ai lu le tweet parce que les militantes qui ont été elles ne le souhaitent qui auraient été agressées ne veulent pas pour ne pas décrédibiliser, que ce soit instrumentalisé. Donc en fait, il a été décidé politiquement à la France Insoumise de faire au fond un règlement médiatique de cette affaire, une confession médiatique, de dire, eh bien, puisque maintenant nous l'assumons, nous l'avouons et nous retirons l'investiture à cette personne, eh bien, pour solde de tout compte. Voilà. Il n'y a pas un truc qui s'appelle l'article 41 Non, il n'y a pas. Oui, il y a pas. Le parquet ne peut pas se saisir. Enfin, sauf l'article 40. Si vous avez connaissance de faits très sérieux, vous devez les dénoncer à la justice. Article 40 du Code de procédure pénale. Donc l'affaire n'est pas terminée. Et notre ami Philippe David, qui nous écoute, m'envoie un message en me disant le même homme, Taha Bouaf, qui tweet sur le regard des hommes blancs sur les femmes non voilées. Effectivement, c'est bon. On va en rester là sur ce sujet. Je vous propose qu'on parle quand même de ce. J'ai entendu ça ce matin en fait en venant. Donc l'UMI, c'est l'hôtellerie, c'est l'Union des métiers, des industries et de l'hôtellerie qui souhaite recruter des personnels en Tunisie cet été. Il y a plus de 200 000, il y a 240 000 postes à pourvoir aujourd'hui, postes de saisonniers. Vous savez que l'hôtellerie-restauration aujourd'hui est en grande difficulté. Certains restaurants ne peuvent plus assurer tous les services. Ils ferment parfois même 1 à 2 jours de plus par semaine parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Donc on va aller chercher du personnel en Tunisie. Il y a un accord qui est en train d'être passé avec le pôle emploi tunisien. Michael, vous étiez chaud pour ce sujet. Oui, chaud, parce que je trouve toujours intéressant de constater que face à des problèmes, souvent il y a des solutions sont devant nous et il y a des problèmes de créativité. On dit on va les chercher en Tunisie, mais vous avez des pays dans lesquels il a été décidé que les emplois de la restauration seraient pour les étudiants. Ouais. On a beaucoup parlé depuis quelque temps de la précarité des étudiants. On sait que beaucoup ont besoin de se financer pour pouvoir payer leurs études parce que leurs familles ne peuvent pas. Pourquoi, face à cette situation-là, on ne déciderait pas tout simplement que les étudiants sont ceux qui sont réservés pour ce genre de job. Faut-il encore que les étudiants y aillent? S'ils veulent pas y aller. On ne sait pas. Vous avez beaucoup d'étudiants qui... Non mais attendez, vous avez d'abord, il faut voir, il faut aller voir vraiment ces bassins d'emploi. On ne sait pas s'ils ne veulent pas venir. On entend beaucoup. Vous cherchez du boulot, vous savez que ça recrute dans la restauration. Non, quand vous entendez les demandes d'emploi et les difficultés, c'est pour proposer des jobs pérennes, des jobs qui sont vraiment des emplois de restauration où on consacre sa carrière. Là, je pense que là, c'est des saisonniers. Il y a un hôtel-restaurant dans le sud de la France qui cherche 88 saisonniers. Oui, mais très bien. Mais pourquoi on ne va pas voir ces bassins d'emploi que sont les étudiants? C'est peut-être à eux, non? Je pense qu'il devrait y avoir un discours beaucoup plus porté par les acteurs publics à ce sujet, parce que je pense qu'effectivement, ça pourrait régler des problèmes. Pour les saisonniers, vous avez des solutions de logement pour eux, parce qu'il y a ce problème-là. C'est-à-dire que le salaire... Alors, Jacques Mira. Ça vaut... Oui, alors, je voudrais quand même dire qu'effectivement, dans un pays où il y a toujours, lorsqu'on prend toutes les catégories, 3 millions de chômeurs, si on n'arrive pas, effectivement, à en trouver un certain nombre avec des incitations bien précises, je crois que véritablement, on baisse les bras. Et je suis toujours frappé par cette espèce de patronat qui va chercher des esclaves. N'est-ce pas? Il y a un moment, il faut quand même regarder la réalité telle qu'elle est, parce que ces gens-là qui viendraient de Tunisie, il va falloir les loger, il va falloir, etc. Ça pose de multiples problèmes. Ouais. Donc, je crois que c'est une politique de gribouille que mène effectivement, je dirais, cette fédération de l'hôtellerie. Il y a des problèmes. Mais je rejoins Michael en disant on a des étudiants, il y a des chômeurs, il faut les inciter à prendre ces emplois, même si ça ne dure pas la vie des rats.
même si ce sont des CDD. Ouais, alors un autre auditeur me dit ils vont les chercher en Tunisie pour les payer moins cher. Alors, Par-dessus le marché. Donc, Non, mais C'est pas déjà, évident, ça, c'est vrai, c'est bien que vous ayez parlé de ce sujet parce que déjà, il faut faire connaître les offres d'emploi concernant ce domaine. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit par rapport aux étudiants. Après, effectivement, la difficulté aussi, c'est que, ce sont des métiers très difficiles. Un certain nombre de personnes qui occupaient ces emplois ont, à l'occasion du Covid, changé de voie professionnelle, créé des entreprises, quitté des professions qui étaient déjà sous tension pour trouver les personnels compétents. Ce sont des métiers qui demandent de la compétence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus demander à des gens sans formation de venir occuper tout de suite ces postes, donc ça demande aussi un vrai plan d'accompagnement. Et ensuite, il y a la question du salaire, parce qu'il faut être clair, les gens font aussi le ratio, ce que ça va me demander comme travail, comme effort, et ce que je vais gagner, et est-ce que le salaire couvre la problématique sur les emplois saisonniers. Je suis désolé, les étudiants, s'ils ont un salaire de misère et qu'il faut à côté se loger, trouver le transport, etc., c'est pas possible. Donc voilà, je pense que si on peut avoir une vraie prise de conscience sur le sujet et y travailler, mais avec des solutions concrètes, à la fois sur la formation, sur l'accompagnement et sur le redéploiement, je pense que ce serait vraiment de bonne aloi. Baptiste, pour avoir été garçon de café à New York lorsque j'étais étudiant, je peux vous dire que la formation professionnelle pour ce genre de métier, elle s'apprend rapidement et sur le tas. Oui, ça donc il ne faut s'apprend pas raconter des histoires. Mais c'est vrai que le salaire n'est pas en rapport avec la difficulté de la tâche et puis la difficulté de la vie. C'est-à-dire que quand vous gagnez un SMIC et qu'il faut vous loger dans le sud de la France, c'est pas possible. Des auditeurs qui sont très chauds aussi. Dans le sud de la France, il y a aussi des gens qui cherchent du boulot. Oui, mais oui, bien sûr qu'ils cherchent du boulot. Mais comment ils se logent, les étudiants Ils sont déjà logés, s'ils sont déjà sur place. S'ils sont sur place, oui, on peut penser qu'ils sont logés quand même. C'est vrai. Non, le problème, c'est la difficulté de la tâche, vraisemblablement, parce que ce sont des métiers extrêmement compliqués, extrêmement difficiles. C'est pour ça à dire qu'on les réserve aux étudiants, je veux bien, mais le problème, on peut les réserver aux étudiants, il n'est pas sûr que la demande, ou que l'offre aille à la demande, en l'occurrence. C'est bien la difficulté. Avec leurs études. Une amie journaliste me dit il y avait un reportage sur TF1 où un restaurant ne trouvait pas de pizzaiolo avec un salaire de 2400 € et un logement fourni. En fait, c'est la pénibilité qui est aussi en cause. Ça dit des choses sur alors ce personnel-là devrait rentrer au couvent. Oui, mais ça en dit long. Arrêtez la pénibilité. Arrêtez. Vous le faites, vous, les coupures. C'est des boulots durs quand même. Mais bien sûr que c'est dur. Mais dans toute l'histoire de la restauration, c'est parfaitement acceptable. Dans toute l'histoire de la restauration, il est convenu que ces gens travaillent lorsque les gens s'amusent. Voilà. C'est depuis que la restauration existe, donc on sait que c'est difficile. Et souvent, par le passé, les travaux difficiles n'ont pas arrêté les gens. Allez, petite page de pub, on se retrouve dans un instant. Continuons ce débat autour des emplois non pourvus dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. Beaucoup de réactions de nos auditeurs qui nous disent on a tous fait ça dans notre jeunesse, mais la génération de maintenant n'est plus la même que celle d'avant. Il y a des logements et puis d'autres nous disent, comme Christine Bouillon, notre correspondante à Toulouse, que c'est le même fonctionnement dans l'agriculture. Les exploitants vont chercher de la main-d'œuvre saisonnière. Ça, c'est pas nouveau. Non, ça, c'est pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau. Mais les solutions, elle vous dit que les étudiants ne sont pas la solution unique et puis qu'il n'y a pas la volonté de travailler sur ces boulots difficiles. Et puis le prix du logement, en particulier, quand on regarde la côte basque ou la côte méditerranéenne, Michael, mais ça pose des questions de société sur le travail. Bien évidemment que l'étudiant, c'est pas la solution unique, mais c'en est une à date. Après, ce à quoi on assiste là n'est pas effectivement un processus anecdotique. Je pense qu'on est à l'aube d'une très grande mutation qui va s'accentuer, qui va modifier considérablement le rapport au travail, le rapport aux salariés, à la productivité. Et vous avez, dans son dernier essai, Yuval Harari dit on va bientôt avoir la génération des inutiles, à qui on n'aura aucun travail à donner, parce que on aura tellement fait de progrès de productivité, de progrès en termes de robotique, technologique, qu'il y a des gens auxquels on n'aura aucun travail à donner et auquel on devra donner un revenu minimum, tout simplement ou inventer d'autres jobs. Donc, vous savez, on en parlait tout à l'heure, en Corée du Sud notamment, depuis des années, pour pallier ce problème d'effectifs, notamment dans les hôtels, on met des humanoïdes.
Oui, Il y a des robots qui servent dans les restaurants. Il y a des robots qui sont assistants dans les EHPAD. Les caisses de supermarché. Ça commence là. Donc, ça commence comme ça. Bien évidemment, quand on dit qu'il faut être créatif, il va falloir un jour regarder effectivement d'autres solutions qui doivent combler cette situation qui, à mon sens, va devenir pérenne. C'est la fin du travail. Michael, permets-moi d'être un peu plus sceptique que ça. Moi, c'est bien. Parce qu'il va y avoir parfois des retours de bâton. Et il est évident qu'il faudra regarder la réalité en face. La société montre que la création d'emplois est permanente et qu'il y a une multitude d'emplois qui ne seront certainement pas, je dirais, fournis par des humanoïdes et autres. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas aussi former les gens en permanence, parce que c'est ça le problème. Et je suis de ceux qui pensent que, contrairement à ce qu'avait pensé, je crois que c'est Hamon, qui avait pensé donner un revenu personnel et permanent à tous les inutiles, je crois qu'il y a quand même des limites, et ce n'est pas, à mon avis, une voie à prendre. Maintenant, on verra comment ça se passe. C'est pas la même chose, Benoît Hamon. Benoît Hamon ne voulait pas donner un revenu aux inutiles, il voulait instaurer un revenu minimum universel pour compenser la précarité de certaines voilà, jeunes. Mais il est question de ne pas avoir de travail à donner à personne. Pas pareil. Baptiste Ménard, vous êtes jeune, plus jeune du plateau. Qu'est-ce que vous observez? Voilà, qu'est-ce que vous observez autour de vous? La jeunesse n'est pas un bien durable, mais effectivement, sur ce plateau, pour l'instant, je suis le plus jeune. Moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que en fait les multiples crises qu'on a vécues quand même, parce qu'on parle des générations précédentes, mais il faut imaginer aussi tout ce qu'on s'est pris dans la tête depuis quelques années. Oui, enfin ils en ont pris aussi. Non, mais sans doute. Mais vous me posez la question de ma génération. Les attentats terroristes, le Covid, maintenant l'Ukraine. Donc ce monde qui est en bouleversement, avec en même temps des arrivées, des mutations énormes sur le numérique, sur des sujets comme cela, nous questionne et sur le climat et la protection de la planète, nous questionne dans notre rapport au monde, nous questionne dans notre rapport à la famille et nous questionne sur, mais finalement, quelle vie on veut. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de jeunes qui disent, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas prêt à travailler un peu moins, mais avoir plus de temps pour la culture, plus de temps pour les loisirs, plus de temps pour sa famille. Et c'est vrai aussi que le rapport à l'effort a changé, que beaucoup estiment que ils préfèrent attendre, avoir une autre formation que d'occuper un emploi pénible. C'est vrai, il faut se le dire. Et donc du coup l'enjeu. Comment? Tu es pour un ministère du temps libre. Oui, j'y suis favorable. J'y suis complètement favorable. Je renvoie mes tribunes sur le sujet. En 80, il y a 40 ans, ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Il faut lui donner du contenu politique. Vous voyez un peu dubitatif, Arnaud, sur les arguments. Non, parce que moi je pense que de toute façon le travail est constitutif de l'homme et très constitutif de la société. Donc je ne crois pas à la fin du travail du tout. Alors qu'il y ait bien évidemment des modes des emplois nouveaux qui soient créés et que le rapport à l'effort soit plus le même aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans. C'est l'évidence même. Mais enfin, c'est pas vrai partout. Parce que c'est peut-être vrai en Occident, mais je ne suis pas sûr que ça soit aussi vrai qu'on le dit en Asie. C'est certainement pas vrai en Amérique latine. C'est pas vrai en Afrique. Je pense qu'il y a des situations qui ne sont pas comparables. Non, mais en parlons de nos sociétés à nous, de notre société et de la société française. Tout simplement, parce que ce qui se passe dans la restauration, ça se passe à l'hôpital avec les aides-soignants, les infirmières, les médecins qui n'ont plus la même vocation. C'est la relation à l'effort, c'est la relation à la souffrance, c'est la relation à la douleur qui n'est plus la même. C'est un fait de civilisation. À un moment donné, vous savez, quand les sociétés se civilisent trop, elles finissent aussi par décliner. C'est une réalité. Il y a d'autres exemples dans l'Antiquité, on l'a déjà vu. Donc on est peut-être aussi dans ce train-là. Pardon ? Il y a une pléiade de sociétés qui ont disparu lorsqu'elles ont cru justement atteindre le nirvana. Bien sûr. Absolument. Merci à tous les quatre. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Comme on dit chez les Saxons. Merci beaucoup. Pareil. Merci à vous, Jacques. Bonne journée.